Bonjour à tous, bienvenue à ce comité technique. Je vois que Pierre s'impatiente un peu, il met sa caméra de temps en temps. Bienvenue à ce comité, nous sommes à plus de 100 personnes de connectées à l'heure actuelle, donc les derniers vont arriver. On vient de laisser passer les 5 minutes agricoles, et non pas le quart d'heure comme les réunions ensemble. Donc nous retrouvons cette année encore en visio, puisque nous ne pouvons pas, vu le contexte sanitaire, maintenir notre réunion en présentiel. Je ne sais pas si vous voyez mon écran, je ne le vois plus moi. Donc, ce comité technique aura plusieurs exposés. Le premier sera réalisé par Pierre, qui nous fera un bilan de la campagne 2021. À l'issue de cette première présentation, nous aurons une série de questions. Ensuite, Paul Tovel nous parlera des qualités de reliquat azoté à réaliser dans vos exploitations prochainement en janvier, surtout les préconisations pour les futures betteraves 2022. Nous aurons également une série de questions. Un bilan Lixus, et on parlera de jaunisse avec Anne-Laure, moi-même et un petit film sur le Pénéri. À l'issue de ces deux exposés, nous pourrons faire une troisième série de questions. Et le dernier exposé sera réalisé par Hugues Bergamini, qui nous parlera des facteurs explicatifs des richesses faibles dans votre secteur cette année. Pour rappel, mais maintenant vous avez l'habitude, vous pouvez poser vos questions via l'outil GoToWebinar. Vous avez sur un onglet sur votre droite, généralement, une petite question, un petit onglet questions. N'hésitez pas à poser vos questions et je m'efforcerai de les poser lorsque ce sera le bon moment. Une dernière chose avant de commencer les diaporamas, c'est la nouveauté à l'ITB, c'est cette alerte SMS. Vous avez déjà reçu des informations sur cette alerte SMS. Donc, un nouveau service proposé par l'ITB, totalement gratuit, comme tous les services de l'ITB. Ces alertes SMS vous permettront d'avoir les événements en direct que met en place l'ITB, que ce soit des tours de plaine, par exemple, ou les réunions, comme on fait aujourd'hui. Également informer sur la situation de la plaine, ce qu'il se passe, les arrivées des bioagresseurs, pour vous permettre d'aller dans vos champs, vérifier la présence de ces bioagresseurs et pourquoi pas déclencher les traitements au cas où. Pour vous inscrire, c'est très simple. Comme vous l'avez fait aujourd'hui, allez sur notre site internet. Vous êtes déjà abonné à nos newsletters, qu'elles soient régionales ou nationales. Il y a un petit onglet supplémentaire, m'abonner aux alertes SMS. Abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre votre numéro de portable, votre 06, pour pouvoir recevoir ces alertes SMS en direct quand nous allons en envoyer. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous inonder de messages et SMS. Nous apporterons des SMS que lorsqu'il faut en apporter et que vous ayez une réactivité de votre part importante, notamment pour lancer des traitements. Tout ce comité technique est enregistré et sera disponible en replay, bien entendu, après, à l'issue de la réunion, donc ce soir au plus tard. Tout ça, ça sera disponible sur le site internet de l'ITB. Vous pourrez revoir toutes les slides et tout ce qui est passé en exposé. Donc voilà pour cette courte introduction. Je donne la main donc à Pierre qui nous fera le bilan de campagne. À toi, Pierre. Bonjour à tous. Donc, il m'incombe de retracer le film de cette campagne, et en commençant par une météo qui décidément s'est avérée particulièrement capricieuse. Nous avons tous en mémoire l'épisode qui aura marqué cette campagne, épisode de gel le 6 avril. Voici comment il a pu se matérialiser dans la région. Tout d'abord, dans une zone qui apparaît en rouge, il a été enregistré ce 6 avril au matin des températures souvent inférieures à -5 degrés sous abri. Or, on sait que c'est à partir de ces températures relevées sous abri où la plante peut subir des gros dégâts de gel. Ce qui caractérise cette zone en rouge, c'est également une majorité de sol argileux, ce qui a permis une implantation très précoce, puisqu'on voit que l'essentiel des semis dans cette zone était réalisé du 4 mars au 14 mars. On distingue toujours, suite à cet épisode de gel, une deuxième zone plus centrée sur l'Eure-et-Loir, nord-ouest de la région, nord-ouest également du Loir-et-Cher, où là, à l'inverse, on est plus dans des sols de limon, des dates de semis, donc de ce fait-là, un peu plus décalées. On est plutôt entre le 19 et le 30 mars. Et deuxième particularité de cette zone, des températures
où on est rarement descendu en dessous de -5. Comment est-ce que cela se traduit dans notre région? Voici une illustration pour la partie haute sur les semis réalisés avant le 14 mars. Nous étions donc ce 6 avril au matin au stade cotylédon de feuilles naissantes, du jamais vu, 95% de destruction liée au gel dès lors que les températures ont dépassé les -5 degrés sous abri. Situation plus complexe pour les semis réalisés du 19 au 24 mars. Nous étions à cette date au stade germé à Crosse. On est plus sur des dégâts de gel qui avoisinent les 50%, mais beaucoup plus compliqué pour nous. Il aura fallu attendre bien souvent le 12 avril, c'est-à-dire lever final, pour mesurer l'ampleur du dégât de gel sur cette période de semis. Comment est-ce que cela se traduit au niveau de la région? Eh bien, du jamais vu, 65% de ressemis, si bien que l'on se retrouve sur la partie droite du graphique. C'est réellement à partir du 25 mars où l'on aura pu préserver une majorité de semis. Un grand merci, je dirais, aux obtenteurs qui ont réagi très vite, permettant un ressemis très rapide, aux sucreries qui ont assuré la logistique. Et puis, à vous, planteurs, vu l'état d'esprit dans lequel on était, je rappelle que la réglementation nous a contraints à ne pouvoir ressemer autre chose que des graines non protégées anani. Donc, merci à la filière, tous ces acteurs, il fallait oser le faire. Ça s'est traduit par un taux de réalisation de 50% de ressemis au 15 avril. Et les tout derniers semoirs ont tourné dans notre région jusqu'au 26 avril. Le deuxième défi qui s'est présenté à nous dans cette campagne, ça a été la gestion du désherbage. On voit que ce défi a été relevé, je dirais, haut la main, puisque l'enquête de satisfaction réalisée durant la période estivale 2021 montre 90% de situations de parcelles très propres. Alors certes, l'utilisation de glyphosate avant ressemis aura permis, je dirais, de niveler certaines situations préoccupantes, mais il n'empêche que pour les parcelles qui, elles, n'ont pas fait l'objet de ressemis, on a heureusement eu des partenaires, Bétanal, Tramat, qu'on est venu associer à des Goltix, Safari, Centium, Mercantor, qui nous ont donné entière satisfaction. Tout ça malgré des démarrages des programmes décalés parfois de plus de 3 semaines par rapport à ce que l'on pratique habituellement. Ça ne doit pas occulter cette situation de désherbage, quand même 10% d'échecs observés toujours dans cette enquête de désherbage. Sur ces 10% d'échecs ressortent majoritairement des kénopodes pour 60% des cas, et puis à égalité des graminées, 18%, et des chardons. Vous retrouverez dans les guides culture, Pense Betterave, l'ensemble des programmes qui peuvent vous aider à résoudre ces difficultés si tel a été le cas de votre exploitation. Bien évidemment, ce qui vient conclure cette campagne, c'est le rendement. Pour beaucoup, ce rendement s'avère décevant. Il est certes aujourd'hui sur la barre verte encore à l'état d'estimation, mais il sera très vraisemblablement avoisinant les 79 tonnes, en deçà de la moyenne en bleu ciel 5 ans, qui se situe régionalement à 87 tonnes. Et la principale déception, qui suscite beaucoup d'interrogations, c'est le niveau de richesse de cette campagne qui s'établit à 16,9. Tant en moyenne, toujours sur la barre bleue, donc moyenne 5 ans, il est plutôt proche de 18%. Donc, comment expliquer cette contre-performance richesse? Premier élément, le manque d'ensoleillement et les températures faibles de la période estivale. On sait pertinemment que le moteur de notre betterave, ça reste le soleil et les températures, puisqu'on est capable avec l'irrigation d'apporter l'eau. Si l'on regarde la courbe jaune qui caractérise la moyenne 10 ans, pour une date moyenne de semis du 25 mars et une durée de végétation jusqu'au 30 octobre, on cumule en moyenne 3474 degrés. En l'absence de gel, c'est-à-dire pour la courbe verte, on voit qu'on est perpétuellement en deçà de cette moyenne pour l'année 2021, même si l'on s'en rapproche un tout petit peu sur une très courte période en juin.
Si l'on ramène ce différentiel par rapport à la température moyenne, eh bien, on peut déjà estimer qu'en l'absence de ressemis, il nous a manqué 8 jours de végétation. Bien évidemment, les ressemis augmentent encore ce déficit, puisque là, c'est plus de 21 jours de végétation qu'il nous manque. Donc, clairement, nous partions avec un handicap. Ensuite, un autre élément qui a pu peser dans certaines situations, il y a quelques situations où il a fallu ressemer, mais il y a également des situations où on n'a pas ressemé. Je rappelle que le conseil de ressemis est valable dès lors que la population est inférieure à 70 000 pieds. Une comparaison ici réalisée à Manchecourt au 18 octobre en culture irriguée. On a donc une partie de la parcelle qui est restée en place avec 76 000 pieds sur un semis du 14 mars, qui a produit à cette date du 18 octobre 95 tonnes de racines. À l'opposé, nous avions toujours dans la même parcelle un ressemis du 15 avril qui, lui, cumule 112 000 pieds hectares. Il réalise également une très bonne performance, ressemis. On est à 97 tonnes de racines. Et sans surprise, on peut constater une différence significative de richesse en défaveur des populations claires. Alors certes, dans cet exemple, le ressemis ne se justifiait pas, mais on a malheureusement des parcelles qu'on a fait le choix de préserver à l'issue du gel, avec quelquefois des zones bien en deçà des 70 000 pieds, même si la moyenne bordait les 70 000. Donc des betteraves clairsemées, plus grosses, pardon du terme, on le sait, ça peut être un élément en défaveur de la richesse, et c'est l'exemple de cette comparaison en Manchecourt. Ensuite, la surfertilisation azotée, je ne sais que ce n'est pas une pratique, mais il est quand même bon de faire remarquer qu'au travers de nos essais fertilisation, où là, on met en place des courbes de réponse à l'azote pour valider annuellement le modèle Azofert. Donc, ça passe par une dose conseillée Azofert, et également dans le même essai, une dose conseillée plus 40. Si l'on fait la moyenne en bleu des 40 essais avec une dose conseillée moyenne de 93 unités, on voit que ça peut impacter négativement de 0,2 points la richesse. Or, cette année, très vraisemblablement, là aussi, conséquence du manque d'ensoleillement, de température, du retour des précipitations à la veille de la récolte, bien on voit que dès lors qu'on avait un peu plus d'azote dans le profil à disposition, ici dose conseillée plus 40, eh bien ça génère un différentiel de richesse de 0,45 points. Ensuite, nous sommes confrontés à une difficulté qui est la forte pression rhizomanie. On connaît les bienfaits de ces variétés-là. On mesure leur qualité dans des essais qu'on appelle durabilité. Donc, rapidement, que sont ces essais durabilité? Eh bien, on a un ensemble de parcelles qui, depuis 2009, font l'objet de retours avec une comparaison aux mêmes endroits d'une variété en bleu forte pression rhizomanie et d'un témoin sensible pour voir comment évolue la pression rhizomanie dans ces parcelles. On a retenu pour 2021 deux situations. Une situation à gauche qui est sous J avec un semis du 10 mars épargné par le gel, où l'on constate au mois de septembre que malgré une très forte pression de rhizomanie, puisque pour ce qui est du témoin en rouge non FPR, on n'a plus de betteraves saines, voilà, donc pression rhizomanie très marquée dans cette parcelle. Et pour un semis du 10 mars, notre variété FPR se comporte remarquablement avec une absence de betteraves malades, puisque 100% des betteraves sont saines. À l'opposé, lorsqu'on ressème à Yèvre-le-Châtel, donc un semis du 22 avril, une pression rhizomanie apparemment plus faible, puisqu'on a sur le témoin malgré tout 20% de betteraves saines, eh bien, on constate que notre variété FPR est affectée. Elle ne totalise plus 100% comme dans le premier cas de betteraves saines, mais ici que 72%. Donc, c'est un fait de l'année qui ne remet bien évidemment pas en cause la qualité de ces variétés FPR, mais voilà, on le sait, dès lors qu'on va décaler le semis, la pression rhizomanie va s'installer sur des plantes plus jeunes, et donc de ce fait-là, malgré, je dirais, la génétique très appropriée, elles peuvent être affectées. Donc là aussi, un exemple de déception dans certaines parcelles où la pression rhizomanie est très forte.
Donc, toujours sur ce chapitre variété, quel est l'impact des variétés sur la richesse, puisque c'est aussi une question qui nous est posée à l'heure actuelle. Nous avons retenu 2 essais ITB récoltés au 1er octobre 2021. Donc, sur la partie gauche, on compare en l'absence de rhizomanie, donc sur des situations comme Chaussy, Androzelle. On voit que les variétés FPR recommandées en 2021 en moyenne ont une richesse dans ces expérimentations de 15,7, que lorsqu'on utilise des témoins non FPR, on est plutôt à 16,1, donc un petit gap de richesse en faveur de ces variétés-là. Mais prudence, parce que lorsqu'on s'en va dans 2 situations à droite du graphique avec rhizomanie, bien on voit que là, la richesse de ces génétiques décroche significativement, à l'inverse de la courbe verte qui représente les variétés FPR, où là, on a une stabilité, je dirais, vouée à la tolérance de ces variétés, une stabilité-richesse évidente. Donc, bien évidemment, la question qui se pose et que beaucoup nous posent, c'est quand doit-on privilégier le choix d'une variété FPR? Ben là, c'est à chacun de prendre cette décision en identifiant ses risques. Ces risques, c'est déjà la présence de rhizomanie constatée dans au moins une parcelle de l'exploitation. C'est son historique, à savoir, est-ce que j'ai pratiqué des rotations de 3 ans, voire moins? Et puis, un autre constat dans notre région, c'est les faibles réserves hydriques des sols qui peuvent conduire à des irrigations plus soutenues, ce qui va augmenter la pression rhizomanie. Pour certaines parcelles, on peut arriver à cumuler plusieurs de ces risques. Et là, il est évident que le choix d'une variété FPR doit s'imposer. D'autant que vous le constaterez dans les publications du betteravier français numéro 1137, eh bien, le choix, je dirais, de variétés forte pression rhizomanie ou forte pression rhizomanie nématode s'élargit d'année en année et on se félicite aujourd'hui de la présence sur ces créneaux de marché de l'ensemble des obtenteurs. Alors, dans ce bilan de campagne, on a veillé à être assez rapide, mais je dirais les déceptions de rendement ou la déception de rendement pour certaines de vos parcelles ont plusieurs explications. Paul Tovel reviendra sur l'importance de la gestion de l'azote. Anne-Laure vous détaillera un peu la situation jaunisse de l'année. Et puis Hugues insistera également sur 2 faits marquants, c'est le retour des pluies de septembre et je dirais quelle gestion nous devons faire de la cercosporiose dans le cadre de l'allongement de la rotation. J'en ai terminé et j'espère avoir suscité de nombreuses questions. Merci. Merci Pierre pour cette première partie. Oui, des questions arrivent sur les seuils de retournement. Tu nous as parlé d'une parcelle à 70 000 pieds. C'est notre seuil de retournement ou on peut retourner avec encore moins de population ou pas? Effectivement, dans les notes d'information qui ont été diffusées très rapidement à l'issue du gel, on a retenu ce seuil de 70 000 pieds répartis de façon homogène pour décider ou non du retournement des parcelles. Donc, ça a été une situation très facile à établir pour les semis du 14 mars. Et c'est vrai que ça a été beaucoup plus compliqué pour vous, pour nous, avec des sollicitations hors normes sur cette période. Et je m'en excuse auprès de certains, je n'ai pas nécessairement pu répondre, et je n'ai pas répondu à toutes les demandes quand vous avez 80 à 100 messages par jour. Donc, au travers d'une note, voilà, on a bien expliqué, c'est que dès lors qu'on avait la certitude de ne pas pouvoir installer 70 000 pieds répartis de façon homogène, le resemi, devait être envisagé. Alors, c'est décision lourde de conséquences. On revient là sur la réglementation, puisque on sortait d'une année traumatisante en termes de jaunisse en 2020, et là, on prenait l'option de ressemer, de s'exposer à une rhizomanie un peu plus forte. Et puis, voilà, quid de la jaunisse. Donc, bravo à vous de nous avoir accompagnés dans cette période-là, puis d'avoir joué le jeu également pour vos outils industriels du ressemis. Pierre, il y a, comme tu l'as dit, de nombreuses questions. Donc, si tu peux nous répondre assez rapidement, c'est ce qu'on a un petit créneau d'une heure, guère plus. Tu nous as parlé de FPR, des variétés qui tiennent la route. On pose la question, comment, au niveau des nématodes, est-ce que ça progresse beaucoup dans le secteur? Nématodes FPR, quel est ton point de vue? On a, je dirais là aussi, le nématode se développe. On a observé, je dirais, dans le Gâtinais, un peu plus de foyers en tout début d'été sur les derniers jours de juin.
Donc là aussi, bien identifier ces situations dans la rotation et là aussi, le choix variétal s'améliore. Il sera détaillé notamment pour l'aspect cercosporiose. Vous aurez là aussi plus de choix et vous pourrez vous consolider vos choix en ce qui concerne la gestion des maladies sur sprénone parfait. Ok, une question sur les dates de semis. Justement, tu nous as parlé qu'il y avait des dates de semis précoces, que ça a gelé. Est-ce que ça change pour l'année prochaine? Quelles sont tes préconisations pour les semis 2022? Préconisations, eh bien, elles restent les mêmes que par le passé. Ce qui va décider de la date d'implantation, c'est tout d'abord la qualité du travail du sol. En priorité dans les sols argileux, on sait que quand un créneau se présente et que l'on ne détériore pas la structure de ces sols-là, c'est extrêmement important pour la suite de la végétation. Donc ce n'est pas cet épisode de gel exceptionnel qui doit remettre en cause la date de semis. Si prudence il doit y avoir quant à des semis excessivement précoces, elle est uniquement liée au risque vernalisation, c'est-à-dire que sur des variétés tolérantes aux nématodes, aux rhizoctones bruns, on veillera à plutôt attendre les tout premiers jours de mars et éviter des semis de février par rapport à ce risque vernalisation. Merci Pierre. J'ai épuisé les questions. Je vais rassembler. J'en ai encore quelques-unes qui vont arriver, mais sur la jaunisse, donc on les posera tout à l'heure. On va donner la parole à Paul Tovel, qui va nous faire un point sur les reliquats azotés et les préconisations pour 2022 au niveau de l'azote. Paul, c'est à toi. Merci Ghislain, merci Pierre. Alors, compte tenu effectivement du contexte particulier du prix des engrais azotés pour la campagne 2022, potentiellement aussi des difficultés de livraison, le sujet de la fertilisation azotée pour 2022 va être très important. Donc, je vais essayer dans cette présentation de vous donner les quelques éléments d'adaptation qui pourraient être envisagés pour la fertilisation azotée de la betterave. Et puis vous rappeler les conseils classiques qui seront d'autant plus importants de respecter pour une année particulière comme celle-ci. Alors parmi ces conseils classiques, je pense que vous en connaissez la plupart, il y a la réalisation d'une mesure de reliquat sortie vert à la parcelle. Vous avez ici un graphique qui vous montre les effectifs de parcelles selon les mesures de reliquat efficaces. Et on se rend compte aisément en regardant ce graphique, selon la répartition des effectifs, que lorsque l'on considère une moyenne, on va se tromper dans la plupart des situations de quelques dizaines d'unités d'azote, et ce pour toutes les années. Donc, à partir du moment où on fait le choix de considérer une moyenne, on risque déjà de dégrader la qualité du conseil pour la détermination de la dose d'apport. Donc, il est important de réaliser ce reliquat à la parcelle, voire au précédent, si jamais sur une même parcelle, vous avez deux types de précédents différents, par exemple. Le deuxième point sur lequel je vais un petit peu insister, c'est la réalisation, lorsque c'est possible, d'un reliquat sur 3 horizons, et non pas sur 2 horizons. Alors, il y a deux choses qui vont dans ce sens. La première, c'est que si on considère un reliquat sur 2 horizons, nécessairement, on risque d'omettre une quantité d'azote disponible dans le 3e horizon, même après un potentiel épisode de lessivage. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on utilise l'outil de conseil AzoFert, la mesure de la capacité au champ se fait uniquement sur 2 horizons. Donc on risque d'avoir une surestimation du lessivage dans le calcul réalisé par l'outil de conseil AzoFert. Ici, sur la slide, on a pris une situation donnée, un sol de limon profond, typique d'une situation betteravière, sur lequel on a fait tourner AzoFert avec deux situations. La première situation, c'est celle de gauche, où on a les 3 horizons qui sont renseignés avec les doses d'azote qu'on y retrouve, et on a un conseil qui ressort autour de 70 kg d'azote par hectare. Sur la droite, on a pris exactement la même situation, avec les mêmes paramètres d'entrée, et on a retiré ce 3e horizon. Et on a une dose d'apport qui est majorée de 18 kg d'azote. Vous avez ici l'ordre de grandeur, entre 10 et 30 unités, on va dire, selon les situations, de l'enjeu qui se joue sur
la réalisation d'un reliquat sur 2 ou 3 horizons. Donc le risque ici, en réalisant un reliquat sur 2 horizons, c'est de perdre de l'argent à 2 niveaux. Le premier niveau, déjà, c'est de mettre trop d'argent dans l'engrais, de dépenser trop d'argent dans la fertilisation azotée. Le deuxième risque, c'est de conduire à une situation de surfertilisation de la betterave et qui, comme Pierre vous l'a montré tout à l'heure, peut se traduire par une perte de richesse et par une perte de productivité. J'insiste un petit peu sur ce point-là. Il n'y a rien à perdre à faire son reliquat lorsque c'est possible sur 3 horizons. Et enfin, le dernier conseil, c'est l'utilisation de l'outil Azofert qui vous permettra de calculer la dose d'apport de fertilisants azotés, comme Pierre vous l'a mentionné aussi tout à l'heure. C'est un outil qu'on évalue chaque année et que l'on considère comme la référence la plus fiable pour déterminer la dose d'apport sur betterave sucrière. Alors bien entendu, cet outil il est fiable uniquement si on lui renseigne des informations qui sont fiables. Donc, il est important de renseigner des infos très qualitatives sur la fiche de renseignement. Et je vous porte votre attention notamment sur 2 points. Le premier, c'est que pour avoir une bonne estimation des paramètres de caractéristiques du sol, il est fortement conseillé de joindre une analyse de sol à la réalisation de cette estimation. Même si elle date de quelques années, c'est mieux que rien. Et puis, compte tenu de la forte variabilité des compositions de produits organiques, si vous avez eu des apports de produits organiques, il peut être aussi là judicieux de joindre une analyse des produits qui ont été apportés, là encore, pour améliorer la qualité du conseil. Ici aussi, la qualité des informations renseignées, c'est environ 10 à 30 unités d'azote. Donc, on se rend compte que si on ne respecte pas le reliquat à la parcelle, si on réalise un reliquat sur 2 horizons au lieu de 3, si on renseigne mal les informations sur la fiche de renseignement, on peut avoir un conseil qui s'éloigne totalement de la dose technique optimale. Alors après, sur une année comme 2022, un peu particulière, une fois que vous avez cette dose d'apport qui vous a été conseillée par l'outil Azofert, la question qui peut se poser, c'est de savoir, est-ce que pour atteindre un optimum technico-économique, on n'a pas intérêt à réduire la dose d'apport? Alors, l'ITB a regardé ce sujet-là. Il a regardé notamment l'impact sur le rendement d'une réduction de 40 unités d'azote par rapport à la dose conseillée. Donc, on a regardé ça sur un réseau d'essais conduit entre 2013 et 2021, une centaine d'essais environ. Et on s'est rendu compte que cette perte liée à la réduction de 40 unités par rapport à la dose conseillée risquait d'être d'autant plus importante que la valeur de la dose conseillée était faible. On va être ici dans des situations où l'apport minéral représente une très faible part des besoins de la betterave et on a des risques plus importants de perte de rendement liés à une réduction de l'apport. Ce sont les chiffres qui vous sont donnés ici dans ce tableau, les pertes de rendement exprimées en pourcentage selon les valeurs de doses conseillées. Alors j'ai 2 petites remarques par rapport à ce tableau. La première, c'est que ces chiffres qui vous sont donnés correspondent à des ajustements, à des calculs statistiques qui ont été faits, autour desquels il y a une certaine variabilité tout de même, puisque la réponse de la betterave à l'azote est assez variable. Donc il faut rester prudent sur les choix qui peuvent être faits. La deuxième chose, et là c'est lié, j'ai envie de dire, à la physiologie de notre betterave, c'est que lorsqu'on a fait le choix d'une réduction, malheureusement, on ne peut pas vraiment apporter de mesures de correction en courte campagne, puisque la betterave sucrière valorise très mal les apports tardifs, qui risquent de se traduire par une perte de richesse et une perte de productivité. Et une fois qu'on a ces chiffres, après, ça va être à chacun de se positionner selon sa situation. Alors sur cette slide, je vous présente une petite grille au sein de laquelle vous avez des chiffres qui correspondent en fait au calcul suivant. C'est la différence entre le gain permis par l'économie d'azote et la perte liée tout simplement à la perte de rendement estimée. Ici, c'est la situation où on a une dose conseillée autour de 80 unités d'azote et que l'on déciderait de réduire à 40 unités d'azote. Et le positionnement du choix, il va se faire par rapport à différents paramètres, le prix espéré de vente de la betterave, le prix d'achat de l'unité d'azote qui peut dépendre de chacun, et puis, on va dire une valeur de rendement objectif à la dose conseillée auquel on va appliquer le facteur de perte de rendement. Et donc, pour faire simple,
En rose ou rouge, je ne sais pas comment ça apparaît sur votre écran, on va être dans des situations où on n'a plutôt pas intérêt à réduire l'apport. En orange, on va être dans des situations intermédiaires où c'est un petit peu plus compliqué de prendre une décision. Et puis en vert, on va être dans des situations où on a plutôt intérêt pour tendre vers un optimum technico-économique de réduire la dose d'apport de 40 unités. Donc on va avoir plusieurs situations en fait qui vont se dégager. Des situations où ça va être relativement simple de décider, par exemple des situations avec des potentiels de rendement très élevés, où on a des doses conseillées qui sont plutôt faibles, où là on aura plutôt intérêt à maintenir la dose d'apport conseillée. Des situations à l'inverse, où on peut avoir un rendement, un potentiel de rendement, un objectif de rendement plutôt faible avec des doses conseillées élevées, où là on aura moins de crainte à réduire la dose d'apport d'environ 40 unités. Et puis on a des situations intermédiaires où il est un peu plus difficile de prendre des décisions, où éventuellement une minoration un peu moindre, de l'ordre de 10-20 unités, pourra être considérée. Mais si on devait résumer un petit peu la situation, globalement, dans beaucoup de situations pour lesquelles la dose conseillée est supérieure ou égale à 100 unités d'azote, on pourra considérer une réduction de la dose de l'ordre de 40 unités. Ce sera beaucoup plus risqué dans la plupart des situations lorsque les doses conseillées seront plus faibles. Là encore, ce sera à chacun de se positionner selon sa situation. En revanche, on déconseille fortement d'envisager une réduction de la dose au-delà de 40 unités d'azote. Cela pourrait se traduire par une perte de rendement potentiellement importante et donc de s'éloigner d'un optimum technico-économique. Donc, on déconseille fortement l'impasse sur l'azote pour la betterave sucrière, sauf si bien sûr vous avez une dose conseillée qui ressort à 0. Et on déconseille bien entendu aussi cette impasse pour tous les autres éléments minéraux qui permettent de répondre aux besoins et au développement de la betterave à sucre. Un dernier point que je voulais vous mentionner rapidement, c'est que la façon la plus simple, la plus fiable de réduire sa dose d'apport sans avoir de perte sur le rendement, voire même un gain de rendement, ce sont les dispositifs de localisation. Avec les dispositifs de localisation, on peut avoir, avec un calcul azopherte, une baisse de la dose d'apport de l'ordre du poste estimé pour la volatilisation. Si vous n'avez pas de calcul azopherte, on est sur une baisse de l'ordre de 10 ou 25% selon le type de sol. Et cette réduction de la dose d'apport, du fait d'une meilleure valorisation grâce au dispositif de la localisation, se traduit bien souvent par une augmentation de la productivité. Donc à l'avenir, pour se prémunir face à ce genre de situation, la localisation de l'azote est un moyen très efficace. Je vous remercie pour votre attention. Merci Paul pour cet exposé. Donc pour vous rappeler qu'il sera disponible en replay sur le site internet dès ce soir et un article global, une newsletter est en cours. Je sais Paul pour parler de ce chapitre azote. Il y a des remarques, c'est pas des questions, mais beaucoup de remarques sur le nombre d'horizons, 3, mais c'est pas toujours facile dans nos sols, c'est superficiel. Alors comment on fait? On fait un deuxième horizon de 40 cm, de 50 cm, ou on en fait un de 20 cm. Quelle est ta préconisation sur ce système-là? Dans les sols où c'est pas possible de faire 3 horizons, on n'en fait pas 3 tout simplement. Malheureusement. Non, mais c'était réduire la taille de l'horizon à 20 cm ou 15 cm si c'était possible. Comment tu vois ça? Alors, dans l'outil de calcul, ça peut être éventuellement une piste envisagée. Après, il ne faut pas se mettre non plus dans une situation où on a une profondeur de sol qui sera simulée par l'outil azopherte qui est surestimée. Donc, on peut éventuellement, si on a du mal à atteindre les 30 cm pour le troisième horizon, réduire un petit peu, mais il ne faut pas non plus réduire de trop, quoi. Pour toi, la forme d'azote, faut-il prélever de liquide ou de solide pour avoir moins de pertes en volatilisation ou en lessivage pour gagner quelques unités? Alors, sur les pertes par lessivage, il n'y a pas nécessairement d'impact de la forme d'apport sur le lessivage, surtout dans des situations betteravières. Sur la volatilisation, bien entendu, si la solution n'est pas enfouie directement après l'apport, il peut y avoir des risques de perte par volatilisation ammoniacale qui sont très importants par rapport à une forme ammonitrate, par exemple. On me pose la question, alors j'espère que ça ne reviendra pas l'année prochaine, mais dans le cas de Resmi comme cette année, comment gérer la localisation d'azote? Dans le cas de Resmi, comment gérer la localisation?
Si l'apport a été réalisé au moment du premier SMI, il n'y a pas nécessairement besoin de rapporter d'azote. Après, peut-être que Pierre pourrait confirmer sur ce point-là. Il serait peut-être plus prudent de refaire un travail au moins de préparation du sol pour éviter d'avoir des graines qui viennent se positionner pile poil à l'endroit où l'azote a été localisé, et donc d'avoir des risques de brûlure de germes. Donc, effectivement, ça a été une question au moment des ressemis. Donc, dès lors qu'on a pris l'option de ressemer rang dans rang, la première localisation d'azote a donné satisfaction, même dans le cadre des ressemis. Et puis voilà, le risque vient d'être évoqué par Paul et je ne reviendrai pas dessus. Merci pour ce complément. Une dernière question pour toi, Paul, c'est des bactéries. Qu'est-ce qu'elles nous permettent d'apporter par rapport à l'impasse en PK, par exemple? Est-ce que tu as des... C'était pas le sujet, mais enfin, on a un peu de données quand même, un peu d'informations. Quel est ton point de vue? On a des essais pour répondre à ça? Des bactéries sur le fait de pouvoir réaliser une impasse phosphore-potassium. On n'a pas d'éléments qui iraient dans ce sens-là, hein. La fumure de fond reste le moyen le plus efficace pour avoir un bon développement de la betterave. Donc, il faut être prudent sur les potentielles solutions qui peuvent être vendues un peu magiques et sur lesquelles nous, on n'a jamais vu de choses intéressantes. Merci Paul. On va passer à chapitre bioagresseurs maintenant, les Lixus, la jaunisse, les pucerons. Anne-Laure, je te donne la parole à toi pour ton exposé. Merci Ghislain. Alors, je vais faire un bilan sur le charançon et la jaunisse, ainsi que vous présenter les perspectives pour 2022. Donc, le charançon Lixus est présent depuis maintenant 3 ans dans la région Centre-Val de Loire. Il est reconnaissable par sa bande blanche latérale. Il fait environ 1 à 2 cm. Par contre, il est difficilement observable car il tombe rapidement au sol lorsqu'il ressent du mouvement autour de lui. Sur la photo droite, vous pouvez voir les multiples piqûres sur les pétioles que nous avons observées pendant le printemps. Et en fait, ces piqûres sont les trous de ponte des femelles pour y déposer leur œuf. Cet œuf que l'on peut voir sur la photo en bas à gauche, un petit œuf jaune-orangé. Et la photo du milieu, c'est une larve de charançon qui est dans le pétiole. On peut voir sur cette carte la dispersion du charançon Lixus dans toute notre région. Et au niveau de la gravité, le pourcentage de plantes avec piqûre de Lixus, on voit qu'il y a beaucoup de points orange qui sont les betteraves touchées de 11 à 50% et de points rouges, les betteraves touchées à plus de 50% par des piqûres sur les pétioles. Mi-septembre, nous avons procédé à un scalpage de betteraves pour voir le pourcentage de plantes avec galerie dans le collet. Et malgré une forte proportion de plantes avec piqûres, on peut voir qu'il y a une majorité de points jaunes qui sont des plantes avec des piqûres de 1 à 10%. On peut voir également sur la photo de droite que cette année, nous n'avions que 1 à 2 piqûres par betterave, 1 à 2 galeries pardon, par betterave, contrairement à l'année dernière où on pouvait atteindre des betteraves avec 4 à 5 galeries. Donc, ça peut s'expliquer éventuellement par un bouquet foliaire qui a perduré tout l'été et des sommes de température très basses qui ont pu perturber les larves et qui n'ont pas migré vers les racines. Si on veut faire un bilan, on peut voir qu'il y a toujours une progression importante de la dispersion de ce ravageur dans notre région, que nous avons toujours peu d'informations sur ce ravageur et une efficacité partielle des produits testés au champ. Les perspectives pour 2022 sont multiples. Tout d'abord, il va y avoir des analyses de métabolites des variétés, ce qui veut dire qu'on va regarder les différences qu'il peut y avoir entre les variétés et comprendre pourquoi le comportement du Lixus peut être différent selon ces variétés. Ensuite, un autre projet multipartenaire qui va concerner l'identification des lieux d'hibernation, voir où il passe l'hiver, et également suivre sa sortie des lieux d'hibernation, comprendre pourquoi, essayer de voir des dynamiques de vol jusqu'aux parcelles de betteraves, tout cela avec l'appui d'un expert entomologiste
également un travail sur les plantes de service et les produits de biocontrôle qui vont être testés. L'objectif est de mieux connaître cet ennemi pour mieux le combattre. Vous pourrez également avoir accès à un outil qui va s'appeler Alerte Charançon, un peu similaire à Alerte Puceron ou Alerte Maladie. Et ça sera un outil prédictif des pics de vol qui sera alimenté par les données Vigiculture. Maintenant, pour faire un point sur la jaunisse en 2021, nous avons pu observer que les pucerons sont arrivés cette année le 3 mai, avec 3% de parcelles au seuil à cette date, contrairement à l'année 2020 où les pucerons sont arrivés le 20 avril et il y avait déjà 91% de parcelles au seuil à cette date. Suite à l'arrivée des pucerons, dès le 21 juin, nous avons pu observer les premiers symptômes de jaunisse, soit environ 6 semaines après la date d'arrivée des pucerons. Dès la mi-juillet, nous avions des symptômes plus importants avec environ 30% de jaunisse. Et à la fin juillet, nous avions plusieurs parcelles agriculteurs que nous notions à 100%. En partenariat avec Tereos, nous avons enquêté 630 parcelles dans toute la région et nous avons pu en faire ce camembert qui présente que 62% des parcelles étaient indemnes de jaunisse, 20% des parcelles avaient entre 0,5 et 5% de jaunisse, 14% des parcelles étaient entre 10 et 50% de jaunisse et 4% entre 50 et 100% de jaunisse. Donc, on peut voir que finalement, c'est une minorité de parcelles, seulement les camemberts jaunes et rouges, qui représentent 18%, qui vont avoir un impact de la jaunisse sur leur rendement final. Alors, pourquoi avoir autant de différences de gravité? Nous avons pu élaborer une carte où nous avons pu répertorier les zones de betteraves porte-graines. On peut voir sur cette carte les carrés roses qui sont les zones de porte-graines, donc de betteraves rouges, et les carrés bleus qui sont les zones de production de semences des betteraves sucrières. Et nous avons reporté sur cette carte les points de l'enquête précédente, et l'on peut voir que les points orange, rouge et rouge foncé sont les parcelles où il y avait le plus de gravité jaunisse. On peut donc se poser la question à savoir est-ce que ces zones de porte-graines ne seraient pas des réservoirs de virus de la jaunisse? Et ça sera un point qui va être travaillé en 2022. Pour rappel, les virus de la jaunisse sont au nombre de 4. La jaunisse grave avec le BYV, la jaunisse modérée qui a 2 virus, le BMYV et le BCHV, et la mosaïque, le BTMV. Alors, des tests PCR sont réalisés en cas de polyvirus pour être sûr que ce sont bien les virus inféodés à la betterave que nous trouvons lors de ces analyses. Pour 2022, les pistes de travail sont nombreuses. Tout d'abord, l'ITB a déposé la demande de dérogation pour les NNI. Ensuite, le travail sur les réservoirs viraux. Et nous avons commencé la semaine dernière à prélever des adventices et des porte-graines dans les zones fortement touchées par la jaunisse cette année pour voir s'il y a déjà le virus dans ces secteurs. Nous allons mettre en place un essai variété en zone de réservoirs viraux pour voir si les variétés que nous avons actuellement, est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins tolérantes déjà à la jaunisse. Bien sûr, nous allons continuer l'évaluation des produits avec des tests de l'expérimentation sous serre et en plein champ. Et bien sûr, le plan national de recherche et d'innovation, le PNRI, qui va continuer pour 2022 et 2023. Vous allez voir par la suite une vidéo qui présente les avancées du PNRI en 2021. Je vous remercie. Merci Anne-Laure. Avant cette vidéo, 2 slides sur la pression jaunisse en France. Donc voilà deux photos, 2 slides pour vous parler un petit peu de jaunisse. Donc c'est vrai que cette année dans le centre Val-de-Loire, comme l'a dit Anne-Laure, vous êtes très touchés, notamment dans les secteurs de porte-graines, secteur qui nous a été confirmé par CMAE, enseignement du CNIS. Vous avez 2 photos devant vous. La photo de gauche, ce sont les ronds que nous voyons dans majoritairement toute la France betteravière, des ronds avec des impacts plus ou moins forts sur le rendement. Mais quand on voit la photo de gauche, qui est une photo qui est prise dans le Ponthieu, dans la Somme, l'impact sera relativement faible.
Il reste des tâches comme ça, bien sûr, dans les parcelles non traitées NNI, hein, puisque environ 90% des betteraves ont été semées avec NNI cette année, avant les resemis annoncés par Pierre. Voilà. Et sinon, sur la photo de droite, c'est une parcelle prise à Étrépagny, donc dans l'Eure, où on voit très clairement là une situation NNI à gauche, donc 0 jaunisse, au rang près, hein, je dirais, c'est 2 parcelles différentes, mais au rang près, à droite, la pression jaunisse qui est importante. Alors, 90-95%, on ne va pas se choisir de trop cette pression, mais on voit que la pression est énorme. Donc là, c'est clair que dans cette situation-là, on perd 30, 40, voire 50% de rendement sucre dans cette parcelle. Une deuxième slide pour vous montrer la présence des virus cette année en France. Donc, comme depuis 2 ans, nous sommes équipés à l'ITB de testeurs ELISA, c'est l'appareil que vous voyez en photo en bas à droite. Donc, dans ce cas, nous avons analysé avec la filière, fait des prélèvements sur 248 parcelles agriculteurs. Nous avons testé les betteraves, des vertes, des jaunes, pour voir la présence de virus. On voit clairement tous les points rouges, orange, c'est tous les points qui ont multi-infection, une co-infection de virus, donc généralement du BYV avec des polyrovirus. Comme par hasard, on voit cette action notamment dans toute la zone du centre-Val de Loire, hein, comme l'a dit Anne-Laure, hein, pas loin de Chartres, Orléans, là où la pression jaunisse était très très forte. Et on remarque aussi ce petit secteur du côté de Louviers, dans l'Eure sur Étrépagny. Ailleurs, comme vous voyez en France, essentiellement des polyrovirus qui sont présents, donc la jaunisse dite modérée. Avec les tests ELISA, on ne peut pas différencier les polyrovirus, mais donc nous avons fait avec un partenaire qui s'appelle VG Police, nous avons analysé toutes ces feuilles-là au niveau PCR, une étude moléculaire, et il ressort que c'est le BCHV qui est très présent cette année en France. Donc c'est un petit peu différent par rapport à l'an dernier. Mais ce qu'il faut retenir, dans le Loiret, 62%, dans le centre Val-de-Loire, pardon, 62% de co-infection, alors que nous sommes qu'à 10% dans le reste de la France. Maintenant, on va vous passer un petit film sur le pénéri, avant de revenir aux questions sur la jaunisse et l'Elixus. Qu'est-ce que le PNRI ? Le PNRI, c'est le Plan national de recherche et d'innovation pour trouver des moyens de lutte contre la jaunisse de la betterave à l'horizon 2024 et en remplacement des néonicotinoïdes. À un moment donné, il y a ce moment, cette période de transition, ça prend du temps. Donc comment on fait pour aller le plus vite possible et comment on fait pour être le plus transparent possible? C'est également un programme de recherche dans lequel on teste beaucoup de solutions innovantes qui vont des variétés au biocontrôle à des solutions agronomiques, paysagères, qui au final devront être combinées pour aboutir à une solution suffisamment efficace. 4 axes de recherche ont été définis. Amélioration de la compréhension de la situation sanitaire, identification et démonstration des solutions à l'échelle de la culture, identification et démonstration des solutions de régulation à l'échelle de l'environnement, des plantes, des cultures, et transition vers un modèle économique durable. De nombreux acteurs et partenaires et des moyens conséquents alloués aux recherches. Au total, 20 millions d'investissements dont 7 millions de financements publics. Un centre de recherche au Griffon avec un laboratoire et une serre pour travailler quelle que soit la saison, des élevages de pucerons virulifères et non virulifères, un réseau de 500 hectares de fermes pilotes d'expérimentation pour tester les solutions les plus prometteuses. Ces fermes pilotes d'expérimentation servent également de support pour d'autres études. Ces fermes sont le support d'analyse économique des solutions techniques testées. Pour affiner le positionnement des différents traitements appliqués en culture, les modèles de prédiction des vols de pucerons construits par les chercheurs d'INRAE seront utilisés. En termes d'outils, les chercheurs mettent également au point des méthodes de diagnostic viraux utilisables au champ pour mieux apprécier le risque. Ces fermes pilotes d'expérimentation sont coordonnées par l'ITB et les services agronomiques Tereos, Cristal Union et Saint-Louis Sucre. Quelles sont les réalisations de cette première année ? Pour réduire les populations de pucerons verts, plusieurs solutions ont été testées. L'efficacité de plusieurs types de bandes fleuries et de plantes compagnes,
des graminées inoculées de champignons aux propriétés insecticides, des essais d'application d'œufs et de larves de chrysopes et des lâchers d'aphidius. Plus de 30 modalités de produits de biocontrôle testés sous serre et au champ. Des composés organiques volatiles répulsifs pour les pucerons et ou attractifs pour les auxiliaires. Des recherches sur la protection des betteraves par l'inoculation de virus peu agressifs. La protection croisée, donc c'est une méthode de lutte contre les virus qui peut s'assimiler à une vaccination de la plante. Nombreux sont les leviers ayant été expérimentés à travers les 21 projets retenus du PNRI. Les semenciers ont tous détecté de nouvelles sources de tolérance qu'ils transfèrent maintenant dans le matériel élite. La filière testera en parallèle l'utilisation de mélanges variétaux. La première année du PNRI a permis d'identifier les solutions les plus prometteuses. Dans les 2 prochaines années, les essais sur les solutions potentielles et leur faisabilité économique vont s'intensifier. Donc, merci pour cette vidéo. Retour aux questions. Donc, il y a des questions, Anne-Laure ou Pierre, c'est comme vous voulez, sur les Lixus. Existe-t-il un piégeage pour détecter les premiers vols de charançon de Lixus, comme il se fait en colza? Beaucoup de tests réalisés depuis 2 ans, notamment avec les tempes malaises, où là, ça s'avère plutôt décevant. Le meilleur méthode d'observation reste celle que nous avons mis en place au champ, en bordure de parcelles, pour détecter l'apparition des tout premières piqûres. Mais le piégeage reste une technique assez décevante. En parcelle irriguée, a-t-on intérêt de prévoir des insecticides pour les Lixus? Là, ce sera dépendant de la gravité de l'attaque. Certes, il semblerait, et c'est vérifié notamment au travers des essais d'irrigation, que l'irrigation perturbe le développement ou plutôt la migration de la larve vers la racine et très peu de dégâts. Mais ça n'exclut pas éventuellement une intervention insecticide précoce en fonction de la quantité de Lixus qui peuvent affecter les parcelles avant le démarrage de l'irrigation notamment. Ok, une question aussi sur le charançon, mais je vais répondre. Est-ce que le charançon est aussi présent dans les autres régions de production de betteraves? Donc, il est arrivé un peu plutôt par le sud, il était très présent dans les productions de semences, dans le sud-ouest, dans le sud-est. C'est pour ça qu'on travaille avec la FNAMS, comme vous l'avez vu dans les projets. Dans la région, dans les productions de betteraves à sucre, donc le Lixus est présent dans le centre, en Île-de-France, dans l'Yonne, en Champagne, dans le sud des Hauts-de-France, mais d'une manière moins importante, c'est clair. Et les premiers Lixus ont même été piégés du côté de l'Isère, dans le Grand Nord. Mais ce n'est pas un même niveau que ce que vous avez présent dans le centre Val-de-Loire. Au niveau de la jaunisse, il y a des questions sur les variétés. Alors, je sais que Fabienne, tu es avec nous. Est-ce que tu peux répondre quand est-ce que les variétés seront disponibles pour la jaunisse? Les collègues de Paris sont en évacuation actuellement, un exercice d'évacuation, donc on a perdu un peu de collègues à Paris. Mais Fabienne, tu es là, alors je te pose la question. On aura des variétés tolérantes à la jaunisse en 2024? Ton micro, Fabienne. Excusez-moi, bonjour à tous. Donc en 2024, on aura des variétés qui présenteront une meilleure tolérance que les variétés commerciales actuelles. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne sera pas totale non plus. Faut quand même s'imaginer qu'il y aura plusieurs générations de variétés qui sortiront sur le marché. Ce qui est très rassurant, c'est que cette année, tous les semenciers ont trouvé des nouvelles sources de tolérance, mais vous savez qu'il faut un peu de temps pour les transférer dans du matériel élite. Donc oui, ça sera mieux, mais ça ne sera pas parfait en 2024, clairement. C'est pour ça qu'on sera obligé d'associer les variétés à d'autres solutions techniques en complément. Une autre question sur les nénis et leur rémanence, je vais m'efforcer d'y répondre. Habituellement, on disait qu'on était couvert 90-100 jours avec les nénis. Avec la dose limitée à 75% de dose, ça va réduire cette rémanence.
On nous pose combien de temps, quelle durée les nénites tiennent vis-à-vis des pucerons. Alors, on parle plus tout à fait en termes de durée. Maintenant, on va plutôt parler en stade de développement de la betterave, parce que la durée, ça ne veut pas dire forcément grand-chose. On l'a vu cette année avec un printemps relativement peu poussant. Le stade n'avance pas et on arrive vite à des seuils. Donc, les nénites tiennent quand même jusqu'aux betteraves, jusqu'au 8, 10 feuilles sans problème. 10 feuilles sans problème, les nénites tiennent à 75% de dose sur les pucerons. Donc, c'est vraiment maintenant, on va parler, depuis cette année d'ailleurs, on en a déjà parlé, on parle au niveau seuil de développement et plus persistance dans le temps en nombre de jours. Alors, une question qui revient sur les insecticides. Alors, et le charançon, est-ce qu'on a des perspectives pour les insecticides sur le charançon pour l'efficacité, Pierre? Pour la seconde année, on a testé un ensemble de produits. Comme vous l'a montré Anne-Laure, très peu de larves ont migré, très vraisemblablement en raison des températures vers le collet. Donc, difficile de porter un jugement cette année sur les produits, puisqu'on a testé notamment un produit qui a une systémie translaminaire et voilà, il faudra se retrouver dans une situation autre que 2021 pour pouvoir juger de nouveaux produits. Mais voilà, on teste et on va tester de nouveaux produits. Voilà, il faut maintenant que l'attaque soit en face pour qu'on puisse démontrer l'efficacité de ces produits et ensuite comment les gérer en programme. Peut-être une dernière petite question pour Fabienne. Je vois que le temps passe pour arriver au dernier exposé. Tu nous as dit variété en 2024. 2022, Anne-Laure nous a dit on a demandé la dérogation, on pense l'avoir. Et en 2023, c'est quoi la solution? On est sans solution? De 2023, on est censé pouvoir redemander une année de dérogation quand même. Donc là, il y aura des solutions qui vont apparaître au cours des années. Aujourd'hui, voilà, il y a une dizaine d'expérimentations qui ont été réalisées dans l'ensemble des régions betteravières, hein, que ce soit par l'ITB, les services agronomiques de sucrerie. Il y a des choses qui ont réussi, il y a des choses qui ont moins bien réussi. Donc aujourd'hui, il faut qu'on prenne un peu de temps pour comprendre les facteurs de réussite et d'échec. Il faut qu'on double les expérimentations avec une nouvelle année avant de pouvoir communiquer sur des conseils qui puissent être généralisés. L'objectif étant de proposer à l'agriculteur plusieurs solutions pour qu'il puisse faire lui-même son choix quand même, quoi. Donc aujourd'hui, on a encore besoin d'un peu de travaux de recherche. Et puis au-delà des expérimentations au champ, il y a aussi tous les chercheurs qui travaillent en laboratoire et qui sont susceptibles de nous apporter des réponses complémentaires. Donc je pense que l'année de 2022 sera importante pour progresser vers des solutions vraiment opérationnelles. Donc une année pour confirmer nos premiers résultats de cette année. Donc ça me fait rebondir. Inscrivez-vous à la newsletter Pénérie. Hein. Vous recevrez toutes les informations de ce qui se passe sur le Pénérie et la jaunisse, bien sûr, une fois par mois, là, en fin de mois, le 30 ou le 31. Notre service com s'affaire à nous faire des articles pour bien communiquer sur tout ça en permanence. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitter. Hein. La région Centre-Val de Loire communique beaucoup aussi sur Twitter, donc vous pouvez les suivre aussi à ce niveau-là pour avoir toutes les informations. Donc le temps passe, je vais donner la parole à Hugues qui va nous parler maintenant de 2 facteurs qui peuvent expliquer les richesses faibles cette année dans le Loiret, Centre-Val de Loire, pardon. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler d'autres facteurs qui ont pu influencer la richesse tout au long de cette campagne betteravière au moment des arrachages. Donc tout d'abord, à la veille des premiers arrachages, on a eu 2 phénomènes climatiques qui nous ont fait beaucoup de mal. C'est-à-dire au mois d'août, un fort stress hydrique qui a entraîné un arrêt de croissance racinaire des betteraves et une forte concentration des sucres, donc une hausse de la richesse. Et malheureusement, au mois de septembre, on a eu de très fortes précipitations, avec notamment un gradient d'ouest en est, avec environ une trentaine de millimètres à l'ouest de la région, jusqu'à 100 millimètres à l'est. Donc cela a eu pour conséquence une nouvelle croissance des racines
et à la fois du bouquet foliaire. Donc la betterave va remobiliser ses sucres pour faire ces deux phénomènes physiologiques, et tout ça, ça a entraîné inéluctablement une baisse de la richesse à la veille des arrachages. Donc on a pu estimer ces deux hypothèses-là en nous appuyant sur un essai qui avait été mis en place en 2011. C'est-à-dire que dans cet essai-là, on avait deux modalités, une modalité non irriguée et une modalité irriguée où la première irrigation avait été faite au 25 mai jusqu'au 8 juillet. Et on peut voir, au fur et à mesure de la campagne, il y a eu différentes analyses de richesse qui ont été faites dans ces deux modalités-là. Et on voit que dans la parcelle non irriguée, jusqu'au mois de juillet, on a eu une hausse de la richesse, et aux alentours de mi-juillet, il y a eu 90 mm qui sont tombés en une semaine, ce qui a fait dégringoler la richesse sur cette modalité-là. Il a fallu presque un mois et demi pour retrouver une richesse convenable. Alors que dans la partie modalité irriguée, on a une croissance continue des betteraves et une croissance également régulière de la richesse. Et malheureusement, ce qui s'est passé cette année, c'est que cette dégringolade de la richesse, l'a eu à la veille des arrachages, donc il n'y a pas eu le temps nécessaire pour regagner de la richesse. Donc, on voit bien que lorsqu'on peut maintenir, alors ce n'est pas toujours le cas, mais lorsqu'on peut maintenir le déficit hydrique, il y a une hausse régulière de la richesse, et on sait très bien qu'il y a des secteurs dans la région qui ont cumulé malheureusement le stress hydrique et les fortes précipitations. Donc là, plus rien n'était possible de faire pour maintenir la richesse. Donc ça, c'était le premier point pour expliquer les richesses faibles des premiers arrachages. Et ensuite, il y a eu aussi un autre facteur qui a influencé la richesse pour les arrachages tardifs, c'est l'impact de la cercosporiose. Donc là, vous avez une image où sur une même parcelle, vous avez le même nombre de traitements partout, et on voit au milieu une variété qui tient très très bien à la cercosporiose, entourée de variétés beaucoup plus sensibles. Donc, pour maintenir la richesse jusqu'aux arrachages tardifs, le premier choix, c'est le choix variétal. Ensuite, là, vous avez deux essais fongicides qui ont été menés sur à chaque fois une variété tolérante sur deux pressions de cercosporiose différentes. En 2019, nous avions une cercosporiose précoce dès le mois de juin, alors qu'en 2021, nous avons eu une cercosporiose beaucoup plus tardive qui est apparue fin août, courant septembre. Et là, vous avez un graphique qui représente les bénéfices en fonction des traitements ainsi qu'en fonction de l'année d'essai. Donc, concernant tout d'abord le témoin, pour obtenir ces données concernant le témoin, nous avons pris la perte de rendement du témoin par rapport aux autres mêmes modalités traitées, auxquelles on a multiplié le prix de la tonne à 28 €. Et on peut voir qu'en fonction des années, les programmes ne réagissent pas de la même manière. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est que sur les deux graphiques de droite, on voit que quelle que soit la pression de cercosporiose, ces deux programmes-là différents ont bien réagi d'un point sur le bénéfice. Cela dit, en fonction de la pression, par exemple en 2019, on voit qu'il y a aussi le programme de gauche qui a très bien répondu. Donc c'est vrai que là, on va vraiment insister sur la bonne variété ainsi que le bon traitement au bon moment. Donc pour faire ce choix variétal, vous pouvez retrouver ces listes-là dans le betteravier français. Donc jusqu'à maintenant, nous avions l'habitude d'avoir des variétés tolérantes à la rhizomanie et à la cercosporiose, des variétés forte pression rhizomanie associées pour de la cercosporiose également. Et là, les grandes nouveautés que nous avons, comme vous a dit Pierre préalablement, c'est concernant les nématodes. Là, vous avez des variétés qui sont en situation de nématode plus tolérantes à la cercosporiose. Et là, la très grande nouveauté pour cette année, pour vos semis 2022, ce sont des variétés à la fois tolérantes aux nématodes, à la forte pression rhizomanie et à la cercosporiose. Donc, il y a vraiment le triptyque pour pouvoir permettre des arrachages tardifs tout en maintenant la gestion de la cercosporiose. Donc, comment faire votre choix variété en fonction des dates de récolte? Donc, toujours dans le betteravier français numéro 1137, dans les pages centrales, pour chacune des variétés et chacune des maladies, vous avez des codes couleurs. Donc, pour les arrachages précoces, vous pouvez partir sur des variétés plutôt sensibles. Pour les arrachages jusqu'au 15 octobre, vraiment des variétés peu sensibles, et à partir du 25 octobre et ultérieurement,
choisissez des variétés tolérantes avec un code vert sur les pages centrales du betteravier. Donc voilà, j'ai essayé d'être concis et maintenant, place aux questions, je vous écoute. Merci Hugues. Oui, quelques questions. Une question, tu n'as pas parlé de produits, mais est-ce que le cuivre apporte un plus pour gérer la cercosporiose? Alors, oui, le cuivre peut venir en complément des triazoles. Et on voit bien que d'après ce que j'ai montré, en fonction de la pression de l'année qu'on va avoir en 2022, si on voit qu'au niveau des premiers traitements, on est vraiment dans une période vraiment optimale pour la cercosporiose, on va pouvoir utiliser du cuivre. En revanche, si on est sur une pression de sarco un peu plus faible, on va peut-être éventuellement essayer de pouvoir s'abstenir du cuivre, mais uniquement sur variété tolérante. Sur variété sensible, c'est clair que là, cette fois-ci, le cuivre va vraiment nous apporter un gap. Là, on va pouvoir plus moduler au niveau de la protection, c'est vraiment sur les variétés tolérantes. On pose une question sur les basses richesses au niveau national, les richesses faibles plutôt. Est-ce que dans l'Est, la richesse est-elle meilleure que par chez nous? Est-ce qu'elles ont moins de précipitations? Donc, je vais vous répondre. Au début de campagne en septembre, toutes les régions betteravières avaient des richesses faibles. Toutes, à l'exception du Nord-Pas-de-Calais, qui a toujours été plus riche que les autres régions. Donc, on voit bien cette proportion de pluie. En plus on monte dans le Nord-Pas-de-Calais, moins on a eu d'eau au mois de septembre. Donc, on voit très bien cet impact lié à l'eau, à cette irrigation, pas cette irrigation, mais naturelle, l'impact de l'eau sur les richesses, sur l'impact sur les richesses faibles. Une autre question, peut-être plus pour Pierre, sur l'irrigation. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui, mais on me dit qu'on aurait peut-être dû continuer l'irrigation, d'après ce qu'a montré Hugues, pour ne pas avoir des richesses faibles au démarrage de campagne, pas s'arrêter au 15 août. Oui, donc ça a d'ailleurs été le message du mois d'août. On a dans la note d'information qui a été envoyée en culture fin août, on a bien mentionné que c'était plus dans les situations à forte réserve hydrique où on pouvait se passer d'irrigation dans le contexte de la période estivale, et qu'à l'opposé, il fallait être beaucoup plus prudent et éventuellement poursuivre l'irrigation au-delà du 15 août pour les sols superficiels. Dans la présentation de Hugues, on fait surtout état, je dirais, de l'Est de la région centre, entre Soupe-sur-Loing et Corbeil, où là, on a une majorité de cultures sèches et également des sols plus argilo-calcaires, plus superficiels. Et c'est surtout dans ces situations-là où… Et on a également eu, toujours pour cette zone-là, très peu d'eau sur les premiers jours d'août, à l'opposé de la Beauce. Donc, c'est là où le déficit hydrique a pu s'installer en culture sèche. Et où, en plus, le cumul de pluie s'est avéré être le plus important sur la mi-septembre. Mais le message d'irrigation a été très clair, et on sait que dès lors qu'on est sur des réserves hydriques, c'est très compliqué d'assurer là ce que j'appelle, moi, l'arrêt de l'irrigation quand la météo vient à ce que le déficit hydrique soit très rapide. Donc, une petite question encore sur le cuivre qui arrive. Peu importe le cuivre, est-ce qu'il y a des cas où le cuivre n'apporte pas cette solution-là, ou surtout, on parle, je pense, plus sur de la forme de cuivre, ou le produit plutôt? Aujourd'hui, la forme de cuivre, pardon d'être direct, nous, on utilise uniquement dans l'expérimentation qui vous a été montrée les cuivres sous dérogation, pour la simple et bonne mesure que les sociétés qui commercialisent d'autres cuivres ne nous ont pas permis de les expérimenter. Voilà. On peut donner, nous on sait ce que valait le Yucca, ce que vaut aujourd'hui un Erwan SC, sont des formulations bien adaptées, qui ne nous posent pas de problème de mise en œuvre, de mélange en association avec les triazoles. Moi, je ne porterai pas de jugement sur les autres cuivres dans la mesure où on n'a pas eu la possibilité de les tester dans l'expérimentation. Mais il nous est effectivement rapporté des problèmes de mise en œuvre, de colmatage de pulvérisateurs. Alors voilà, est-ce que c'est lié aux formes? Je ne l'affirmerai pas. Peut-être encore deux questions qui arrivent. Une question sur le calendrier de traitement fongicide. On en a fait 3, voire 4 passages cette année. On a commencé très tôt. Il y a encore de la cerco très tard. Selon toi, quel était le bon timing de traitement cette année pour lutter contre la cercosporiose? Le bon timing, c'est d'être en ce qu'a essayé de vous démontrer Hugues, c'est déjà d'avoir des variétés plus tolérantes, parce qu'on a pris deux
2 années extrêmes. Voilà, une année 2019 où la cercosporiose apparaît tôt, mais se développe régulièrement. Donc effectivement, là, on valorise plutôt les traitements de début de cycle. Et à l'opposé, cette année, où la cercosporiose, certes, apparaît tôt, mais où elle est contrariée dans son développement par le manque de température, il fallait plutôt être vigilant en fin de cycle avec un renouvellement fin août ou tout début septembre. Et à ce moment-là, on se rend compte que la meilleure sécurité reste malgré tout les variétés, comme ça a été aussi illustré. On constate qu'avec 2 protections fongicides dans l'expérimentation de Diable-la-Ville, dès lors qu'on a une variété tolérante, avec le renouvellement de début septembre, la question ne se posait pas. Voilà. C'est toujours la difficulté aujourd'hui de savoir comment va se développer la cercosporiose. Et là, c'est vraiment la variété qui doit nous apporter la sécurité. Il y a une question très précise, mais on a le nom de la personne, on vous contactera en direct, je pense, parce que là, c'est vraiment un cas particulier pour répondre à votre question. On me pose une question sur les variétés d'un an qui semblent avoir un meilleur niveau de cercosporiose. C'est ce qu'on voit dans tous nos essais. Est-ce qu'on peut leur accorder une place importante dans nos champs d'essai, dans nos champs, pardon, tout court? Pierre, par rapport aux variétés doubles, c'est les variétés nématodes, les 2 variétés d'un an que tu nous as parlé, FPR, Cerco. Oui, certes, vous les découvrez pour une première année, mais elles ont été évaluées au préalable dans le CTPS et leur excellent comportement cercosporiose avait déjà été identifié à N-1, N-2 dans le cadre du CTPS. Donc oui, sous cet aspect cercosporiose, il n'y a pas d'inquiétude à avoir concernant ce matériel. Oui, d'autant plus que c'est quand même des petites sœurs, entre guillemets, ou de la suite logique dans ces semenciers-là de variétés qu'on connaissait. Donc, à chaque fois, on améliore d'un cran. Donc, dans vos situations, la FPR, la Cerco, elle est tellement importante, nématode, que n'hésitez pas à prendre ces variétés-là, je pense. Voilà, l'expérimentation élargie confirme le CTPS. Donc, c'est vraiment le facteur important qui caractérise ces variétés-là. Donc, on va arriver à l'issue de ce comité technique. J'ai pratiquement épuisé, j'ai épuisé même toutes les questions. Donc, vous donnez rendez-vous peut-être certainement l'année prochaine, on espère en présentiel, et puis les faire en visio comme on fait là, ça sera quand même beaucoup plus sympathique d'échanger à la fin d'un comité autour d'un petit buffet et de se rencontrer à nouveau. Vous rappelez que tout ce CT sera disponible sur le site internet dès ce soir en replay et que n'hésitez pas à vous abonner bien sûr aux alertes SMS comme vous l'avez vu. Donc on a été jusqu'à 125 participants aujourd'hui à ce comité, plus de 80% par rapport aux inscrits, donc plutôt un bon cru comme on dirait chez moi en Bourgogne. À bientôt, bonne fête de fin d'année.